Bienvenue à cette nouvelle édition d'InfoSoir sur la communication plus télévision. Madame, Messieurs, bonsoir et merci de nous avoir choisi pour vous informer. Voici le titre. Accompagné du ministre des Sports, de la Culture et du vice-ministre de l'Intérieur, le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Sécurité, Affaires coutumières, maître Jacquemin Chabanilouko, a visité ce mardi les installations du Stade des Martyrs et les commissariats de la police ville de Kinshasa pour s'imprégner des conditions de travail des forces de l'ordre. Et puis, ouverture ce mardi 17 septembre au centre Nganda Kinshasa du 10e congrès de l'Union nationale de la presse du Congo UNPC. Plusieurs congressistes venus des 25 provinces de la RDC et ceux de Kinshasa prennent part à ces assises. Une fois de plus, bonsoir, Madame, Messieurs. L'actualité reste dominée aussi par ce 10e congrès de l'Union nationale de la presse du Congo qui a ouvert ses portes ce mardi au centre Nganda à Kinshasa dans la commune de Kintambo. C'est le ministre de la communication des médias, porte-parole du gouvernement Patrick Muyaya, qui a lancé ces travaux au cours desquels les journalistes et professionnels des médias vont discuter pour savoir comment orienter et mettre en place les réformes pour l'avancement de ces métiers. On en parle avec Neville Kabongo à travers les indispensables. Les journalistes de la RDC sont réunis à travers le 10e congrès de l'UNPC qui se tient au centre Nganda. Les travaux qui ont été lancés par le ministre Patrick Muyaya, ministre de la communication et des médias, porte-parole du gouvernement. Neville Kabongo, bonsoir. Bonsoir Christian. Qu'est-ce qu'on peut retenir de cette première journée? Parce qu'il y a eu des candidatures qui ont été retenues, d'autres élaguées et récupérées. Qu'est-ce qu'on peut retenir déjà de ce premier jour des travaux? Alors, vous l'avez dit Christian, ouverture du 10e congrès de l'Union nationale de la presse congolaise UNPC, aujourd'hui au centre Nganda Kinshasa. Ces assises sont placées sous les thèmes de la renaissance. C'est le ministre national de la communication, vous l'avez dit, Patrick Muyaya, qui a donné les go de ces assises de la presse. Alors, plusieurs congressistes venus de 25 provinces sont également à Kinshasa pour participer à ces assises. Et lors de son allocution, Patrick Muyaya, ministre de la communication, a interpellé, a rappelé aux congressistes la nécessité que la survie de la profession dépend de ce congrès. Donc, il était impérieux de pouvoir penser à l'avenir de l'UNPC. Si vous nous permettez, Christian, on va suivre juste un extrait avant d'aborder la question liée à la candidature des potentiels candidats qui devront concourir pour occuper les postes vacants. Suivons ensemble l'extrait du discours du ministre de la communication des médias, Patrick Muyaya, à cet effet. Notamment la commission de la carte, redonner le poids qu'il faut à cette carte professionnelle. Et à travers la commission des disciplines, être vous-même les juges de vos dérapages. En le faisant, nous pouvons dès lors faire un front commun contre des menaces qui nous guettent comme pays, notamment la désinformation, le Congo bashing et un front contre les antivaleurs. À travers vos médias, nous nous serons réappropriés notre histoire et vous reprendrez de ces faits votre rôle d'historien du présent. Il est donc temps pour vous de jouer votre rôle des lumières et des claireurs de notre société. Je ne saurais clôturer ces propos sans réitérer et renouveler nos sincères remerciements au président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour sa disponibilité et son accompagnement toujours déterminé à chacune de nos initiatives. En s'élevant aux côtés de la presse, il démontre chaque jour par ses actes que la démocratie respire très bien au cœur de l'Afrique et que c'est un exemple qui doit être suivi dans tous les continents. C'est aussi dans cet esprit que la première ministre-chef du gouvernement continue de nous encadrer. À vous, chers journalistes et professionnels des médias, congressistes, je voudrais vous dire que la survie de la profession dépend de vous et que notre pays compte énormément sur vous afin de faire votre part dans ces processus de retour à la norme
de notre, j'allais dire, votre beau métier. J'espère que chacun de vous se souviendra de son passage, cette fois-ci, dans ces sites du Centre Nganda, parce que nous aurons pris rendez-vous à la fois pour le présent et pour les futurs. Et donc, considérez que non seulement que le gouvernement, comme partenaire, compte sur vous, votre assiduité et le travail que vous ferez ici, mais aussi toute la population qui nous suit maintenant à travers la télévision nationale et à travers les articles et dépêches qui sortiront de vos rédactions, pour que vous puissiez être ceux qui auront pris l'engagement de faire leur part dans les développements et dans l'appropriation du changement de narratif pour notre cher et beau pays, la République démocratique du Congo. Neville Kabongo, pour ces élections au niveau de la présidence de l'UNPC, Christian Lusakwenou avait retiré sa candidature. Israël Mutombo n'en parle pas, tandis que Jean-Marie Kassamba a vu sa candidature être invalidée. Comment est la suite par rapport à tous les autres candidats qui avaient postulé? Alors, Christian, c'est qu'il faut savoir qu'il y a eu beaucoup de candidatures ou des candidats qui ont pu déposer leur candidature au niveau de l'UNPC, mais beaucoup n'avaient pas pris contact en fait des exigences, en fait de règles qu'il fallait respecter. Alors, la commission avait dégagé un certain nombre de critères de recevabilité de dossiers qui sont, je vais vous les lire un peu rapidement: faire acte des candidatures par écrit dûment signé par le récipiendaire, article 26, littéra du règlement intérieur, être membre effectif de l'Union, c'est-à-dire article 27 de l'UNPC, mais aussi être détenteur de la carte de membre. Ça, c'était les conditions des recevabilités. Mais les critères d'éligibilité sont être journaliste professionnel, être de nationalité congolaise, n'est pas brigué à un poste, à plus d'un poste, article 28 alinéa D du règlement intérieur, n'est pas être sous le coup d'une sanction administrative ou disciplinaire d'une instance de la corporation, article 14 du Code de déontologie d'éthique du journalisme congolais. Donc voilà un peu... et il y a eu une autre condition supplémentaire, c'est-à-dire détenir une preuve d'au moins 5 ans d'exercice de la profession et dans une fonction de commandement, article 26. Voilà les conditions qu'on a exigées aux candidats. Alors, à tous les candidats. À tous les candidats aux différents postes. Et eu égard à toutes ces règles, voici les candidatures retenues. Alors, on va le voir ensemble avec vous. C'est que pour le poste de président, on a 3 candidatures retenues sur le 5. On va d'abord voir les 3 retenues. On a Kamanda Wakamanda Muzembe, ancien correspondant de RFI. On va voir son image tout à l'heure. Voilà, vous le voyez. Donc, lui, sa candidature a été retenue. Il y a Moussangana Moïse, qui fut un ancien directeur de chaîne de télé de la place. Il est là. Ouais, il est là. Donc, lui a aussi été retenu. Sa candidature a été retenue. Il y a un autre, c'est Modeste Chabani, qui est actuel président, qui assume l'intérim, qui a été aussi retenu. Sa candidature a été retenue. Alors, je l'ai dit sur le 5, les 2 autres qui ont été recalés, il s'agit bel et bien de Bilari Bodé Jonathan. Voilà, on le voit en image, pour faute de preuve d'état de service, article. Donc, il est frappé par l'article 26, littéra C du règlement intérieur de l'UNPC. Mais il y a aussi un de favoris, vous l'avez dit, Christian Jean-Marie Kassamba, qui a aussi été, qui a vu sa candidature être déclassée là pour faute de nationalité. Il partait vraiment favori, ça, il faut se le dire. Jean-Marie Kassamba partait favori. Oui, il était archi, on peut le dire ainsi, favori. Mais alors, sa candidature a été décalée pour faute de preuve de nationalité congolaise et contradiction y afférente frappée par l'article 27. Donc, même s'il avait déposé son dossier avec sa carte d'électeur de la RDC, on a quand même décalé sa candidature. Ben oui, puisque il semble qu'il n'a jamais renoncé à sa nationalité française, donc il devait apporter assez de preuves là-dessus. Mais bon, on se demande si au niveau de l'UNPC, extension nationale, il a été recalé, c'est que Jean-Marie Kassamba ne peut plus
être président provincial parce qu'il dirige l'UNPC au niveau de Kinshasa. Ça fait plusieurs années. Ça fait plusieurs années. Comment on l'a laissé diriger et qu'aujourd'hui il y a élection au niveau de l'UNPC national et qu'il soit décalé. Est-ce qu'il n'y a pas des mains noires comme certains de ses partisans? Donc ils voient en cela. Les partisans de Jean-Marie Kassamba voient une main noire derrière, justement, cette affaire. Pour essayer de l'écarter parce que vous l'avez dit, il était archi favori pour remporter cette élection au niveau de la présidence de l'UNPC. Alors, il y a au niveau de la commission de la carte d'identité professionnelle, sur 19 candidatures retenues, 17 sont recevables et 2 recalées. Et sur les 17 recevables, il y a eu 8 et 4 qui ont été repêchés ce matin, ce qui fait au total 12 éligibles et 5 non éligibles. Donc, on ne saura pas citer les noms, mais on sait que l'un de nôtres est candidat sur ce poste. À la personne, bon, je n'aimerais pas quand même le dire, mais je pense que si je dois le dire, c'est à la personne de Christian Nyamabou. Qui est votre humble serviteur. Qui est là devant moi, qui est aussi candidat à ce poste. Donc, je ne peux que vous souhaiter bonne chance, Christian. Merci beaucoup. Il faudra aussi rappeler que pour cette même élection, au niveau de la commission d'éthique professionnelle, Apollinaire Kassonga de la communication plus télévision a été aussi retenu et aligné comme candidat. Il est éligible, il va aussi assister à ces élections. Il sera aussi, il a beaucoup de chances d'être élu parce que d'ailleurs, son affiche est juste derrière vous. Voilà. Et puisque vous l'avez anticipé, Christian, donc au niveau de la commission de la formation professionnelle et syndicale, vous l'avez dit, sur 12 dossiers examinés, 11 ont été déclarés recevables et 1 non recevable. Et sur le 11 recevables, il y a eu d'abord 3 candidatures retenues et on a repêché sur les non recevables, on a repêché 3. Parmi eux, vous l'avez dit, c'est bien Apollinaire Kassonga. Mais il faut préciser qu'on n'a pas repêché gratuitement. Apollinaire Kassonga a vu son dossier être déclassé pour une raison non fondée. Il a apporté les preuves et les arguments. Cela a convaincu la commission pour pouvoir récupérer sa candidature afin qu'il soit éligible. C'est la même situation avec Christian Nyamabou. Si, justement, c'est-à-dire que c'est dont on a repêché. Il ne s'agissait pas de faute lourde. C'est pas une complaisance. Non. Peut-être qu'il y avait un document qui manquait. Peut-être qu'il fallait compléter. Peut-être fallait apporter l'original, par exemple. C'est ainsi que leur candidature avait été décalée. Et quand ils ont apporté des preuves, ils ont été repêchés. On peut dire ainsi, Christian. Donc, je l'ai dit, lui, c'est notre confrère, donc Apollinaire Kassonga, à qui on souhaite aussi bonne chance et on espère qui a beaucoup de preuves en tant que journaliste professionnel, qui a été responsable au niveau de plusieurs rédactions pendant plusieurs années, qui maîtrise, il faut le dire, parce que c'est déjà la campagne, qui maîtrise l'éthique et la déontologie professionnelle. Nous espérons que Apollinaire Kassonga va rencontrer la volonté de ses électeurs qui vont devoir lui accorder ses mandats pour diriger cette institution, donc cette branche de l'UNPC pendant cette mandature. Justement, un homme d'expérience, Christian, vous l'avez mentionné, donc il n'est plus à présenter Apollinaire Kassonga. Alors, on va prendre la commission des disciplines et d'éthique professionnelle. 3 dossiers ont été déclarés irrécevables, 24 recevables, et sur le 24, 7 ont été déclarés éligibles et le 14 non éligibles. Donc, la bataille s'annonce rude, on peut le dire ainsi. Donc, mais vous l'avez évoqué, la problématique reste, la problématique qui reste, c'est comment réguler la profession qui est aujourd'hui minée par des non-professionnels, des venants, on peut le dire ainsi, des gens qui viennent d'ailleurs et qui aujourd'hui ont, on peut le dire ainsi, proliféré les métiers. D'ailleurs, encore certains participants au congrès décrivent le fait qu'il y a aussi des candidats éligibles mais qui ne sont pas congressistes. Comment on peut être candidat mais on n'est pas congressiste, alors qu'il y a aussi des congressistes qu'on se demande qu'ils viennent de je ne sais pas où et qui sont là et qui participent. Donc c'est ça la problématique, c'est ça la question d'ailleurs. Donc aujourd'hui, il est grand temps qu'on puisse penser à la profession, comment on peut faire pour que nous puissions redorer l'image ternie justement par ces, comme on appelle les moutons noirs qui sont aujourd'hui au niveau de la presse. Mais déjà avec ça, est-ce qu'on peut vraiment espérer à ce qu'il y ait vraiment des réformes? Parce que déjà,
il y a des irrégularités que l'on dénonce par les participants, parce qu'on a pris leurs interviews aujourd'hui sûrement sur place au centre Nganda. Oui, oui. On n'est pas peut-être journaliste, mais on est congressiste. Mais il y a un journaliste candidat, mais qui n'est pas congressiste. Ça paraît quand même paradoxal. Oui, ça paraît quand même paradoxal, mais il faut comprendre, Christian, c'est que lorsqu'on veut améliorer les choses, il faut d'abord qu'on puisse, c'est-à-dire observer ce qui a été. Vous le savez tous très bien que l'UNPC, à un moment donné, on a décrié, on parlait de mégestion, on parlait de, rappelez-vous, à l'époque de Kassonga Chilunde et l'intérim qui avait été assuré. Donc, s'il faudra faire avec, c'est-à-dire avec ces échecs du bureau passé, il faut le faire, mais en pensant que le nouveau bureau qui sera installé pourra améliorer pour que dans les prochaines années, lorsqu'il y aura des congrès, qu'on soit véritablement un congressiste, un journaliste pour y participer. Mais, vous l'avez dit, il y a des confrères qui ont dénoncé ces irrégularités, dénoncé d'ailleurs, certains ont dénoncé les conditions dans lesquelles ils ont pu, pour ceux qui viennent de province par exemple. Donc il y a eu pas mal de choses, mais on espère qu'à la prochaine, on pourra harmoniser cela. Mais si vous nous permettez, Christian, on peut suivre un extrait de des participants qui ont pu dénoncer ce qu'ils ont pu constater comme étant, je dirais, dysfonctionnement dans l'organisation de ces élections. Sur place au centre Nganda, il y a eu des journalistes qui ont réagi, mais on va prendre ça dans nos prochaines éditions, peut-être à l'édition des 7 heures pour ce mercredi, comme les congrès continuent. Alors, pour ce soir, Neville Kabon, je pense qu'on va s'arrêter par là. Pour ce soir, on s'arrête par là. Même si Réal joue aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Christian. Mesdames, Messieurs, nous allons poursuivre cette édition en mission en République démocratique du Congo. Le secrétaire général adjoint des Nations Unies en charge des opérations de maintien de la paix, Jean-Pierre Lacroix, a été reçu mardi par le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe. Les échanges qui ont tourné autour du processus de paix en République démocratique du Congo. Suivez. Préoccupé par les retours de la paix en République démocratique du Congo, le speaker de la Chambre basse du Parlement, le professeur Vital Kamerhe, s'est entretenu avec le secrétaire général adjoint des Nations Unies en charge du maintien de la paix en mission officielle en République démocratique du Congo. Jean-Pierre Lacroix et Vital Kamerhe ont parlé du processus de paix en RDC et du soutien des Nations Unies aux efforts que fournit le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour pacifier la partie est du pays. Le secrétaire général adjoint des Nations Unies a également salué l'engagement de la République démocratique du Congo, notamment dans les processus de paix de Luanda et de Nairobi, aussi de la pertinence de l'engagement de tous les partenaires concernés par ces processus pour que la paix soit enfin rétablie. Il a par ailleurs rappelé au président de l'Assemblée nationale que le rôle que les Nations Unies attendent du Parlement congolais est celui de s'investir dans le renforcement de l'appareil sécuritaire congolais et de soutenir toutes les résolutions prises dans le cadre de la recherche de la paix en République démocratique du Congo. Il y a des centaines de milliers de personnes qui sont protégées par les Nations Unies, la MONUSCO, les agences humanitaires, les ONG. Et ces populations, elles ont besoin, et elles le disent d'ailleurs, d'un soutien continu. En même temps, évidemment, le renforcement de la présence de l'État congolais, et c'est évidemment notre objectif, qui va de pair, qui est complémentaire avec la poursuite des efforts de paix. Nous sommes très engagés dans ce domaine, je l'ai dit, à la fois les soutiens politiques aux efforts, notamment le processus de Luanda, les efforts sous les auspices de la médiation angolaise. Nous lui apportons aussi un soutien opérationnel avec les moyens de la MONUSCO pour soutenir notamment la vérification du cessez-le-feu. Nous avons demandé et obtenu au Conseil de sécurité qui nous donne un mandat pour soutenir davantage, avec les moyens de la MONUSCO, la force de la SADC, la SAMI RDC. Donc vous voyez qu'il y a un ensemble de tâches qui concourent tous au même objectif, qui est de faire revenir la paix, une paix durable à l'est du Congo et dans l'ensemble de la région. Le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, a passé en revue les grandes lignes charnières de l'aboutissement total du processus de paix dans la sous-région de Grand Lac. Vital Kamerhe a insisté sur la nécessité de l'inclusivité de tous les acteurs dans la résolution finale issue
du processus de paix déjà enclenché. Le speaker de la Chambre basse du Parlement a par ailleurs relevé le fait que l'Assemblée nationale a, à travers les élus nationaux, sensibilisé la population sur le processus de paix en cours. D'autre part, il a rappelé qu'à travers la diplomatie parlementaire agissante, l'Assemblée nationale est déjà à pied d'œuvre en dénonçant cette guerre injuste imposée par le Rwanda et en invitant tous partenaires internationaux à s'impliquer dans la recherche de la paix en République démocratique du Congo. À la demande de Bintou Keïta, représentante du secrétaire général des Nations Unies en RDC, qui accompagnait Jean-Pierre Lacroix, le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, a fait savoir qu'une plénière spéciale sera tenue sur la situation sécuritaire dans la partie est du pays. Ça sera aussi une tribune pour la MONUSCO de venir éclairer la lanterne des élus nationaux et la population sur certaines questions importantes en rapport avec l'exécution de sa mission. Nous l'avons annoncé au début de cette édition, le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, Maître Jacquemain Chabanlouko, a fait la ronde ce mardi du commissariat de la police de Kinshasa, parmi lesquels celui de Ngunza dans la commune de Ngiringiri, renouvellement réhabilité, accompagné de la vice-ministre Eugénie Tchela. Le VPM Chabani s'est imprégné des conditions de travail des forces de l'ordre, soulignant ainsi l'engagement du gouvernement à améliorer la sécurité public. Peu après, le vice-premier ministre Jacquemain Chabani a également, avec le ministre des Sports et de la Culture et des Arts, visité les installations du stade des Martyrs de la Pentecôte de Kinshasa. Au Sénat, lors de la rentrée parlementaire, le président du Sénat, Jean-Michel Samaloukonde, a exprimé la détermination des élus pour soutenir les efforts du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour le retour de la paix en République démocratique du Congo. Je vous propose de les suivre. La situation sécuritaire. Depuis son accession à l'indépendance, notre pays est la cible d'un complot international, insidieux, nourri par les richesses inestimables que regorge notre sol et sous-sol. Cette bénédiction naturelle a malheureusement engendré une spirale de conflits et d'insécurité qui ressurgit à chaque étape cruciale de notre évolution politique. Nous ne pouvons ignorer ni minimiser l'implication promonte de certaines multinationales d'une part et de certains pays voisins d'autre part, qui apportent leur soutien financier, logistique ou militaire aux groupes armés. Ces actes ignorants constituent une violation flagrante de notre souveraineté et donc une menace à la paix et à la stabilité, non seulement dans la sous-région des Grands Lacs, mais également de l'Afrique tout entière. Il est donc essentiel que la communauté internationale prenne des mesures concrètes pour mettre un terme à cette ingérence extérieure. Nous exigeons des sanctions appropriées à l'encontre des responsables des crimes d'agression, des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité et de génocide commis en République démocratique du Congo. C'est ici le lieu de féliciter son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, à qui je rends un vibrant hommage pour les efforts fournis dans le renforcement des capacités de nos forces de défense et de sécurité, afin de leur permettre de contrer efficacement cette occupation injuste. C'est ici le lieu de lancer un appel à toutes les forces vives de la nation à se ranger comme un seul homme derrière le commandant suprême des forces armées de la police nationale congolaise, des forces armées et de la police nationale congolaise, aux fins de parvenir à une résolution efficace et définitive de cette crise. J'encourage et félicite l'implication des organisations régionales, notamment la SADC, et de certains États amis dans la quête d'une paix durable à l'est de notre pays. Je ne saurais terminer ce chapitre sans évoquer la problématique épineuse et récurrente du non-respect des normes sécuritaires dans le secteur des transports en général et fluvial en particulier. La vie de nos compatriotes étant sacrée,
notre Chambre ne saurait rester indifférente face à cette situation. À la vice-primature en charge des transports, voies de communication et désenclavement, sachez que le vice-premier ministre Jean-Pierre Bemba Gombo a reçu lundi dernier une délégation de l'intersyndicale des transporteurs routiers ainsi que la Fédération des entreprises du Congo. Fait que Jean-Pierre Bemba Gombo et ses hôtes ont échangé sur la situation qui prévaut actuellement dans ce secteur. Au sortir de l'audience, les interlocuteurs du vice-premier ministre ont donné la quintessence de leur entretien. Je vous propose de les suivre au micro de Jefté Nimanimi et Serge Lokondo. L'audience a tourné autour de la situation qui prévaut actuellement dans le secteur des transports routiers, bien sûr, avec le mouvement de revendication des travailleurs routiers. Et le VPM a voulu, à son niveau, nous donner déjà, au niveau du secteur de transport, des solutions en ce qui concerne son secteur, son ministère. Et il a été direct. Pratiquement tout ce que nous avons demandé, il a directement réagi pour nous l'accorder. Et nous sommes contents, nous nous réjouissons de ça. Et ce qui nous reste maintenant, parce qu'il y a un système de travail dans notre secteur, c'est de ramener tout ce qu'il vient de nous dire tout de suite là, à notre base. Nous allons en parler, enfin avoir les propositions de cette base que nous allons communiquer immédiatement, parce que nous l'avons dit au début, ça sera très rapide et nous pensons que nous aurons toutes ces solutions rapidement. Et ça se dessine déjà. Et nous sommes des Congolais. Nous n'avons pas intérêt à bloquer la marche du pays. Nous avons intérêt à ce que tout marche bien. Et pour tous les Congolais, et pour nous qui sommes professionnels du secteur, tout le monde doit trouver son compte. Là où il faut arranger, on arrange et on va de l'avant. Et nous découvrons qu'il y a quand même cette volonté affichée du gouvernement actuel de trouver des solutions durables aux problèmes des travailleurs routiers. Nous en tenons compte. Mais ça ne va pas rester éternellement. Nous devons trouver une solution rapidement, comme le gouvernement s'y emploie. Et déjà, nous pensons que demain, on pourra être avec l'une des autorités encore du pays pour définitivement clore cette page-là et que nos membres puissent se retrouver. C'est ce que nous recherchons. Au ministère des Finances, le ministre Doudou Famba Likonde Libotaï a tenu la réunion des troïkas politiques au cours de laquelle il était question de parler de la situation, de la stabilité du taux d'échange, mais également le cadre macroéconomique de la République démocratique du Congo. La restitution de cette réunion est faite ici par M. Félicien Moulenda, coordonnateur du comité technique de suivi et évaluation des réformes. Suivez. Nous venons de sortir de la réunion de la troïka politique. Comme vous savez, depuis son arrivée à la tête du ministère des Finances, le ministre Doudou Famba a systématisé la tenue de ces réunions qui sont extrêmement importantes dans la mesure où elles permettent d'harmoniser les politiques publiques et en particulier les politiques budgétaires et les politiques monétaires qui impactent directement le cadre macroéconomique et qui impactent la stabilité. Et donc, au cours de la réunion de ce jour, on a constaté que la stabilité était en train de se consolider, qu'on est à la 5e semaine consécutive que l'inflation est en décélération. Aujourd'hui, le ministre a estimé qu'il faut, au-delà du conjoncturel, c'est-à-dire en même temps qu'on lutte pour stabiliser les cadres, pour stabiliser, baisser l'inflation, pour stabiliser les taux d'échange, il faut aller au-delà. Il faut aller au-delà, penser au structurel. Ça veut dire essayer de trouver des solutions structurelles de longue durée qui peuvent ancrer la stabilité. Et donc, ces solutions de longue durée tiennent à la diversification de l'économie. Qu'il faut augmenter l'offre, il faut augmenter la production nationale pour qu'elle ait un impact sur la stabilité de la monnaie. Et donc, pour ça, il faut investir. Il faut investir dans l'agriculture,
il faut investir dans les transports, il faut investir dans le développement rural. Bref, il faut investir dans le secteur productif. Alors, c'est pourquoi l'orientation de la réunion d'aujourd'hui, c'est de faire en sorte que les ressources, à la fois qu'on mobilise auprès des partenaires, et même les ressources nationales, soient dans une grande part orientées vers l'investissement. Parce qu'il n'y a que l'investissement qui peut permettre de créer des richesses qui vont à leur tour nous permettre de gérer durablement la situation de l'inflation et de maîtriser le taux de change. Tant que nous allons continuer à dépendre infiniment dans une grande part des importations, où nous déboursons plus de ressources, et ce mouvement, cette tendance à la détérioration de notre monnaie nationale va se poursuivre, surtout que nous sommes une économie dollarisée. Et donc, les orientations ont été données. C'est dans cette perspective que la troïka politique, les ministres des Finances, le ministre du Budget, travaillent pour mobiliser les ressources, à la fois les ressources intérieures et les ressources extérieures. Nous venons de faire le point avec le FMI, vous savez, il y a eu une mission qui a passé une semaine ici pour collecter les données, faire la revue de la situation macroéconomique du pays afin de préparer les futures négociations. Eh bien, cette mission a partagé l'aide-mémoire qui est très optimiste, qui a permis de constater que les efforts macroéconomiques qui sont conjugués ont permis de stabiliser la situation, ont permis de décélérer l'inflation. Et donc, maintenant qu'il faut travailler, consolider ces actions-là pour aller de l'avant. On vient de passer en revue l'aide-mémoire de cette mission qui, en fait, a noté les progrès qui sont réalisés sur le plan de la gestion des finances publiques et même sur le plan de notre richesse intérieure. Parce que la dernière mission a constaté que les taux de croissance de l'économie, qui étaient pourtant estimés à 4,7%, à ce jour, sur la base de réalisation à fin juin, nous l'estimons à 6%. Et ce n'est pas fini. Donc d'ici la fin de l'année, on pourrait s'attendre à un taux de croissance beaucoup plus important que ce qu'on avait estimé au départ. Et ça veut tout simplement dire qu'il y a un dynamisme qui se met au pays avec des efforts de gestion pour faire en sorte qu'on crée de la richesse qui pourra réduire la pauvreté. Parce qu'au finish, l'objectif ultime de toutes les politiques, c'est de parvenir à réduire la pauvreté, à créer de la richesse. Et c'est dans cette optique-là que les autorités travaillent. Nous travaillons avec les Fonds monétaires internationaux, nous estimons mobiliser jusqu'à 2,5 milliards de dollars, avec 1,5 milliard pour les programmes appuyés par la facilité élargie des crédits, 1 milliard pour les programmes appuyés par la facilité pour la résilience et la durabilité. Au-delà de ça, nous travaillons sur un appui budgétaire de la Banque mondiale d'1 milliard pour 2025, 2024 et 2026. Donc ce sont ces efforts-là que les autorités sont en train de mener. Voilà les différents points autour desquels ont tourné les échanges de ces jours. Prenons cette information en bref qui est d'ailleurs une triste nouvelle s'agissant du naufrage sur la rivière Congo. 4 morts selon les bilans officiels très provisoires et selon les témoins, c'est drame une baleinière qui a percuté un pont. Plus de 150 personnes étaient à bord, la majorité des passagers est jusque-là introuvable. Le nombre de rescapés n'est pas connu dans cette vidéo. Beaucoup d'entre eux tentent de se sauver la vie. Que Dieu les assiste. Et puis le gouverneur du Kasaï central, Moïse Kamboulou Congo, a inauguré et remis aux communautés locales 124 structures communautaires de base construites dans le cadre du projet STEP avec l'appui des financements de la Banque mondiale, espérant Daniel Kamboulou et le gouverneur plutôt, c'est un reportage signé par notre confrère espérant Daniel Kamboulou de cette province. Suivez. Les communautés locales de la ville de Kananga et des territoires de Dubaya et Kazumba ont bénéficié de 124 infrastructures communautaires de base composées des écoles et forages, infrastructures construites dans le cadre du projet de stabilisation de l'Est de la RDC pour la paix, sous couvert de la cellule de suivi des projets et programmes CSPP du ministère des Finances avec les fonds de la Banque mondiale. La cérémonie des remises se déroule au quartier Toukombe,
à l'école primaire Toussouangane de Katoka. Dans son allocution, le coordonnateur provincial de CSPP STEP a indiqué que l'objectif de ces projets de la protection sociale est de permettre aux communautés d'avoir accès aux infrastructures améliorées. Jocelyn Kamadilou a invité les bénéficiaires au bon usage. Le projet STEP 2 met un accent particulier sur l'implication des communautés bénéficiaires qui sont encouragées à s'approprier des interventions du dit projet. Nous sommes fiers d'annoncer l'achèvement des travaux et la remise à l'autorité des nouvelles infrastructures, notamment l'école primaire Toussouangane. Notre plus grande satisfaction est de voir désormais nos communautés bénéficiaires avoir un accès à des infrastructures améliorées. Un des objectifs majeurs de ces projets de protection sociale. C'est le gouverneur de province du Kasaï central Joseph Moïse Kamboulou-Nkonko qui a procédé à la remise de nouvelles infrastructures aux bénéficiaires, les exhortant à un usage rationnel jusqu'aux générations futures. Pour vous, les bénéficiaires et les gestionnaires, de bien gérer cet édifice au profit de tous les enfants de la province et pour des générations futures. J'invite donc les autorités scolaires, sanitaires et ceux qui s'occupent du développement rural à tous les niveaux de veiller à ce que les mesures qui vont dans le sens de la pérennisation des acquis du projet STEP 2 dans les différentes communautés bénéficiaires sous mon autorité soient exécutées sans faille. Après la cérémonie de remise, une visite guidée dans quelques localités bénéficiaires du DB, tels les villages Malandi Makoulou et construite l'école primaire Tabalaï et l'épée Dikonke au quartier Malandi. Mais aussi le forage mécanique à Chimajiba a été effectué par l'équipe du projet et la délégation du gouverneur. Mesdames, Messieurs, cette édition est terminée. Place à présent, on rappelle les titres. Accompagné des ministres des Sports, de la Culture et de la vice-ministre de l'Intérieur, le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, Maître Jacquemin Chabanilou, a visité ce mardi les installations du Stade des Martyrs et les commissariats de la police civile de Kinshasa pour s'imprégner des conditions de travail des forces de l'ordre. Et puis ouverture ce mardi 17 septembre à Kinshasa au centre Nganda du 10e congrès de l'UNPC, Union nationale de la presse du Congo. Plusieurs congressistes venus des 25 provinces de la RDC et ceux de Kinshasa prennent part à ces assises. Merci de nous avoir suivis, mesdames, messieurs. Restez branchés sur les antennes de la Communication Plus Télévision. Au revoir.